Le blocus anglais, employé lors de la Première Guerre mondiale, a révélé qu'une puissance pouvait désormais vaincre les armées de son adversaire en les affamant, mais aussi en anéantissant une grande partie de sa population civile. C'est pourquoi la course à l'armement devient en Europe, pendant la période de l'entre-deux-guerres, allant de 1918 à 1939, un enjeu crucial de la défense pour toutes les puissances européennes, qui plus est pour l'Allemagne, qui ressort vaincue de la guerre et dont la population traumatisée ne se remettra jamais des effets du blocus, cette nouvelle arme de destruction massive. La crise économique qui s'ensuit pousse la montée des nationalismes dans toute l'Europe, et c'est dans ce chaos social que la Société des Nations cherche à jouer son premier grand rôle de pacificateur, notamment avec l'Union internationale de secours aux enfants, dont la hantise est toujours de voir éclater une guerre totale. Dès 1936, l'Union travaille en étroite collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge sur un projet de convention internationale en vue de mettre en application les principes de la Déclaration de Genève. Je cite : « L'Union, soucieuse elle aussi du tour angoissant que prenait la politique mondiale, s'est associée aux efforts du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des populations civiles et plus particulièrement de l'enfance. Elle élabora un plan de convention portant sur les 2 points principaux suivants. Premièrement, envoi de vivres, vêtements, matériel médical et autres articles essentiels aux enfants des pays belligérants, ces articles devant être réservés exclusivement aux enfants. Deuxième point, création de zones de sécurité pour les enfants, marqué par un signe de protection spéciale. La recherche d'un symbole pour protéger l'enfance en temps de guerre moderne atteste de la démarche de paix des organisations internationales qui se regroupent pour mieux protéger les populations civiles, mais pour mettre en place aussi tout un réseau de coopération qui doit se tenir prêt à l'éventualité d'une nouvelle guerre. Le regroupement des enfants dans des zones de sécurité, loin des bombardements, pousse les organisations à chercher un symbole de neutralité qui serait spécifique à la protection de l'enfance en temps de guerre. Le maintien de la neutralité à l'intérieur des zones de protection civile remonte au XIXe siècle. La Croix-Rouge internationale portait d'abord secours aux soldats blessés sur les champs de bataille grâce à son emblème, un signe rouge sur fond blanc, et au message de neutralité qu'elle délivre à tous les pays, à savoir un message humaniste d'égalité entre tous les soldats dès lors qu'ils se retrouvent blessés. Je cite : « La première société de secours aux militaires blessés, qui prit le nom de Société de la Croix-Rouge, furent celles des Pays-Bas en 1867. Le Comité international a porté successivement les noms suivants : Comité Genevois de secours pour les militaires blessés, 1863. Comité international de secours pour les militaires blessés, 1864. Comité international de secours aux soldats blessés, 1868. Et Comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a par conséquent eu le pouvoir de pénétrer l'espace de guerre pour y découper proprement ces zones de paix où seront soignés équitablement des soldats redevenus momentanément des civils. Mais que devient ce bouclier magique en temps de guerre moderne ? Pourquoi les organisations internationales sont-elles obligées de s'équiper d'une importante jurisprudence après la fin de la Première Guerre mondiale,
à mesure que s'agrandit l'échelle des nouvelles menaces liées à la guerre moderne. Lors de la Première Guerre mondiale, les pandémies ont causé un nombre de décès si élevé que certains experts se questionnent sur l'emploi d'un nouvel arsenal de guerre. Je cite : « En 1918, l'humanité entière est attrapée au col par la grippe espagnole. Une pandémie qui, selon les estimations les plus récentes, aurait touché tous les pays, aurait contaminé la moitié de la population mondiale. Pratiquement 1 milliard d'habitants auraient été atteints. 50 à 100 millions de personnes en seraient mortes. » Fin de citation. L'expérimentation humaine est également un sujet tabou, qui, mêlé à la confusion de la guerre, soulève l'inquiétude des organisations garantes des droits humains. C'est pourquoi en temps de guerre, la Croix-Rouge internationale hésite à partager son symbole de neutralité, je cite. L'Assemblée a bien voulu tenir compte des remarques du représentant du Comité international relative à l'interdiction de l'expérimentation médicale sur les prisonniers de guerre ou des internés civils. D'une manière générale, il a été admis que l'expérimentation sur les êtres humains privés de liberté ne pouvait guère être admise, sauf lorsqu'elle est dans l'intérêt évident du patient. Fin de citation. Pour offrir aux enfants victimes de guerre la même protection que les soldats blessés ou que les prisonniers de guerre, l'Union cherche un symbole spécifique d'intégrité en mesure de protéger aussi bien ses équipes humanitaires que ceux de la Croix-Rouge. Mais à bien y réfléchir, quel message graphique de paix pourrait-elle envoyer depuis des zones de sécurité remplies d'enfants en bonne santé ? Le symbole de l'Union ne doit pas se confondre avec celui de la Croix-Rouge internationale, car les services de soins ne sont pas les mêmes. Les zones de sécurité de la Croix-Rouge internationale sont généralement des espaces improvisés, mobiles, de sorte à éviter que les bombardements aériens ne détruisent les équipements, tandis que les zones de sécurité pour les enfants auront plutôt vocation à préserver les enfants en bonne santé pendant les temps de guerre. L'Union doit donc imaginer un stratagème capable d'imposer la paix dans un espace fixe en temps de guerre. Je cite : « Quel signe servira pour distinguer les camps d'enfants et leur procurer la sécurité souhaitée ? Autrement dit, quel symbole faudra-t-il proposer à l'agrément des gouvernements dans le projet de convention ? Pour la couleur de ce signe, le critère le plus important, sinon l'unique, nous semble celui de la visibilité. Sur la base des expériences faites par des observateurs militaires et civils, ce serait la couleur noire sur fond orange qui répond le mieux à cette exigence. Toutefois, l'on peut faire valoir l'opportunité d'utiliser un symbole protecteur qui soit déjà reconnu, bien que dans un domaine fort différent. Nous voulons dire celui de la Croix-Rouge. Ce symbole, quoique moins visible, possède l'avantage d'être universellement connu. Il est cependant étroitement associé à l'idée de l'armée et des hôpitaux pour blessés, ce qui va à l'encontre de la nation d'isoler autant que possible les enfants de tout objectif militaire. Il est donc essentiel de bien peser tous les arguments pour et contre tel ou tel signe distinctif. Peut-être serait-il possible de réunir les avantages de la Croix-Rouge et d'un signe spécial qui, employé conjointement, ferait bien ressortir qu'il s'agit d'un établissement consacré aux enfants. Quant au signe spécial, une de nos associations membres, l'Union de protection des enfants en Bulgarie, a fait la proposition formelle d'adopter le symbole du cœur d'or. Non seulement ce signe satisfait les exigences de la visibilité, couleur orange sur fond noir, mais il est excellent du point de vue psychologique, et son nom peut facilement se traduire dans toutes les langues. En attendant, il faudra certainement poursuivre les essais de visibilité assez loin, jusqu'à pouvoir raisonnablement les considérer comme concluants. Fin de citation.
Du point de vue des organisations, les enfants sont une population civile à part entière. Ils doivent être protégés par des conventions internationales spéciales. Or, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, la défense des États mobilise autant les femmes que les enfants. Les mères de famille ne sont plus étiquetées comme étant des civils puisqu'elles sont réquisitionnées dans des usines d'armement. Leur semi-embrigadement change totalement la donne du point de vue de la protection civile. À partir de ce constat, les organisations échafaudent plusieurs théories autour d'une protection de l'enfance stratégique qui serait à mettre en place dès le temps de paix pour pouvoir être fonctionnelle en cas de guerre. Dans un premier temps, la protection civile dissocie les enfants de leur mère, qui est désormais entrée à l'ère industrielle dans le champ de la guerre moderne. Deuxièmement, les enfants des zones de sécurité ne doivent pas être exposés à la menace des travaux forcés, par exemple, devenir des enfants soldats, ou bien des enfants esclaves sexuels. La prise de conscience de tous ces nouveaux enjeux à l'échelle du droit international dessine peu à peu, face à la course effrénée à l'armement, une nouvelle vision de la paix que l'on peut qualifier de paix des enfants. Nous avons vu dans ce chapitre comment la protection civile s'est transformée au cours du XXe siècle, entre les deux grandes guerres, en un réseau international appelé l'Union internationale de secours aux enfants. Cette métamorphose s'est réalisée, pour rappel, en 3 étapes. D'abord, la période de gestation allant de 1913 à 1921, durant laquelle la protection de l'enfance migre de la Belgique, qui vient de perdre sa neutralité, jusqu'en Suisse, pour rejoindre la Croix-Rouge internationale et l'Organisation pour le maintien de la paix, c'est-à-dire la Société des Nations. Ensuite vient la date clé de 1923, qui correspond à la naissance des premiers droits de l'enfant, une charte du droit international reconnue par plus de 40 nations. Enfin arrive la période de mutation propre aux années 30, dans le contexte européen de crise économique, de montée du fascisme et de la course aux armements. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'enfant permettent d'écarter les enfants de leurs parents, devenus tous deux mobilisables, et de les placer dans des zones de sécurité garantissant leur paix.